quant à la question des vaccinations. Le professeur Joyeux, l'IPSN, Maître Bergel se sont exprimés. Nous allons à présent donner la parole à Michel Georget. Michel Georget, professeur honoraire et agrégé de biologie, il s'est consacré à une enquête approfondie sur la vaccination. C'est certainement l'un de ceux qui maîtrisent le mieux la question de l'immunité et des vaccins. Cette conférence aujourd'hui est exceptionnelle. La thématique, l'apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Michel Georget, s'il vous plaît. Allez, je vous en prie. Oui, il est là. Je vais vous amener de l'eau. Merci. Bien. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui? Bon. Eh bien, je voulais tout d'abord remercier M. Delivoye et son équipe pour avoir organisé ce magnifique congrès et m'avoir donné la possibilité, m'avoir invité à exposer un sujet qui est resté longtemps tabou, mais qui commence à se fissurer grâce notamment aux 2 pétitions que le professeur Joyeux a mis sur Internet. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler une déclaration que M. Kouchner avait faite lorsqu'il était ministre de la Santé, au moment où s'est déclenchée une polémique à propos de la vaccination contre l'hépatite B qui a entraîné de graves effets secondaires. M. Kouchner avait dit, de toute façon, tout propos critique vis-à-vis des vaccinations ne peut venir que de membres de sectes. Alors, je voudrais vous rassurer, je ne suis membre d'aucune secte, je ne suis le gourou de personne, je ne suis pas moi-même victime de vaccination, je n'ai aucun compte à régler avec la vaccine, j'ai simplement la curiosité du scientifique qui cherche à approcher au mieux de la vérité sur les problèmes des vaccins. Car au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de remarquer, puisque j'étais enseignant, que ce qui était dit dans les manuels scolaires ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Alors, j'ai repris le titre de mon livre pour cet exposé, L'apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe. Quel est le mythe? Ce mythe a une double facette. Premièrement, les vaccinations ont permis de faire régresser, voire pour certaines de faire disparaître les épidémies. Et la deuxième facette, ces vaccins sont sans danger. Bien, nous allons voir que malheureusement, ça n'est pas tout à fait la réalité. Et pour apprécier l'impact des vaccinations sur la santé publique, il faut établir 2 rapports. Le rapport bénéfice-risque et d'autre part, sur le plan financier, le rapport coût-bénéfice. Mais on va commencer par le premier rapport, bénéfice-risque, et évaluer les bénéfices. Évaluer les bénéfices, ça revient à chercher ce que les vaccinations ont apporté dans la diminution du nombre de cas dans un certain nombre de maladies infectieuses. Avant de vous montrer quelques exemples, je voudrais commencer par une déclaration de l'OMS qui remonte à plus de 40 ans. L'OMS disait en 1974 dans un de ses rapports, on peut se demander si l'abaissement du taux de mortalité n'a pas été trop aisément attribué à l'action sanitaire. Au cours du processus de développement, qui fut long et relativement lent dans la plupart des pays industrialisés, le développement économique a probablement contribué plus efficacement que la santé publique et la médecine clinique à réduire la mortalité. Eh bien, c'est en effet le développement économique avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'amélioration de l'habitat, de l'alimentation, de l'hygiène générale, le meilleur recours aux soins. Voilà les éléments qui ont permis de faire régresser les maladies. Et malheureusement, à cette époque, heureusement à cette époque, l'OMS n'était pas encore complètement sous la coupe de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et aujourd'hui l'OMS ne tient plus du tout ce discours. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Je ne peux pas malheureusement vous dresser en raison du temps qui m'est imparti et puis du petit retard initial. Je n'ai pas le temps de vous faire un panorama complet des vaccinations. Mais j'ai pris quelques exemples particulièrement typiques. La variole, la tuberculose et la diphtérie. La variole, c'est une fausse référence. On ne devrait plus en parler de la variole puisqu'elle a disparu et il n'y a plus de vaccination. Mais on en parle parce que ça sert faussement de référence. La variole a été éradiquée, on va en faire autant pour les autres maladies. Mais ce n'est pas du tout ce que dit l'OMS. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit que c'est une maladie hautement contagieuse. C'était une maladie hautement contagieuse.
Et cette maladie a été éradiquée grâce aux campagnes de vaccination. Et ça devient une véritable légende. Vous retrouvez ça sans arrêt. Lorsqu'il s'agit de vaccination, on fait référence à la variole. Aussi bien dans la presse people, je vais dire, que dans la presse scientifique et médicale. Eh bien, l'OMS ne dit pas ça du tout. Lorsque la variole a été éradiquée, l'OMS a publié un rapport. Je vous signale que ce rapport est tout à fait accessible sur Internet, hein, ça fait 120-130 pages, et je vous en ai extrait quelques citations. Dans ce rapport, vous voyez, qui date de 1979, l'OMS disait ceci: la variole n'était pas une maladie qui sévissait de façon simultanée et aléatoire dans de nombreux secteurs du district, mais une maladie à propagation lente. Alors pour une maladie extrêmement contagieuse, c'est un peu contradictoire. L'idée selon laquelle la variole provoquait souvent des épidémies foudroyantes se révéla sans fondement. Donc, exit la haute contagion, ce n'était pas une maladie hautement contagieuse, et pourtant elle sévissait dans des pays où l'hygiène faisait particulièrement défaut. Alors, quel a été l'impact des vaccinations? Bien, dans le même rapport, voici ce que dit l'OMS. Pardon, excusez-moi. L'OMS dit ceci: les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques pays, mais échouèrent dans la plupart des cas. C'est clair et net que ce n'est pas la vaccination qui a fait disparaître la variole. Alors, à l'OMS, il y avait quand même des gens qui réfléchissaient et qui se sont dit, bah, si la vaccination ça ne marche pas, il faut changer notre fusil d'épaule. Et on a adopté une stratégie qui s'appelle la surveillance endiguement, qui consistait en quoi? Repérer les malades, c'était la moindre des choses, repérer les contacts pour les surveiller. Parce que la variole, bon, c'était une maladie éruptive qui se manifestait par une forte fièvre, puis l'apparition de boutons, etc. Donc en isolant les contacts pour voir s'ils incubaient la variole, eh bien, on limitait la contagion. Et on mettait de côté tous ceux qui déclenchaient la variole de façon à limiter la propagation. Eh bien, un représentant de l'OMS a déclaré au journal Le Monde en 1977, donc juste avant la publication du rapport final de l'éradication: sur le plan stratégique, l'abandon de la vaccination de masse en faveur de l'approche de surveillance endiguement revêtit une importance capitale. Avec ce type d'approche, on parvenait à faire complètement échec à la transmission, lisez bien et écoutez bien, même lorsque l'incidence variolique était élevée et les taux d'immunisation faibles. Autrement dit, la vaccination était hors sujet. Hein. La méthode consiste dans ce que je viens de vous l'expliquer. Eh bien, ceci montre bien que la variole n'a pas disparu grâce à la vaccination. Alors, le deuxième cas, la tuberculose. Voilà un véritable fléau de santé publique qui faisait encore bien plus de morts que la variole. Je vous signale quand même que lorsque vous constituez les statistiques du XXe siècle, eh bien, au début du XXe siècle, la tuberculose a fait jusqu'à 90 000 morts chaque année. Puis ensuite, ça a régressé, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le BCG a été mis au point en 1921, rendu obligatoire en 1950. Et bien en 1950, la tuberculose avait régressé, sans vaccin donc, et sans application générale, de 85% par rapport à la fin du 19e siècle, toute seule, sans vaccination. Et la vaccination, la régression de la tuberculose ne s'est pas accentuée après. Ça, on a la chance d'avoir un témoin dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé avant la tuberculose régressée? Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle n'a pas régressé plus vite. Mais on a surtout un témoin dans le temps très intéressant. Si on compare deux pays voisins, même s'ils n'ont pas de frontières communes, c'est la France et la Hollande. Pourquoi? Parce que la France a vacciné par le BCG, la Hollande n'a jamais vacciné par le BCG. Or, voici un graphique qui est extrait d'une publication du ministère de la Santé français de 1974. Donc vous voyez, il y a 40 ans. Ces courbes représentent l'évolution de la mortalité, celle du haut de la France, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà. Celle de droite, l'évolution de la France, et celle du bas, la Hollande. Vous voyez qu'à la fin de la guerre, ici, les taux de mortalité étaient extrêmement voisins. La France a vacciné, la Hollande n'a pas vacciné. 25 ans après la fin de la guerre, ici, décidément, j'en veux, à la fin de la guerre, le taux de mortalité tuberculeuse
était tombé à 1,2 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire pratiquement la tuberculose avait disparu. En France, il était à l'époque de 8,2, c'est-à-dire 7 fois plus. Comment la France n'a-t-elle pas éliminé la tuberculose alors que les Pays-Bas ont réussi à le faire sans BCG? La réponse est triste, c'est parce que la France est un pays d'alcooliques. Et j'avais encore en mémoire ce que nous disait notre instituteur à l'école primaire, au cours de morale, l'alcoolisme fait le lit de la tuberculose. Je suis originaire d'une région viticole, c'était donc particulièrement approprié de donner cela aux élèves. C'est tout simplement ça qui a provoqué la non-disparition de la tuberculose en France, c'est l'alcoolisme. Les régions les plus impactées par la tuberculose sont celles qui sont les plus alcoolisées également. Bien, donc voici pour le deuxième. On va prendre encore un autre fléau, la diphtérie. Bon, la diphtérie a disparu pratiquement, mais ça a été le cauchemar des mères dans les années 40. Eh bien, l'évolution de la diphtérie a été complètement indépendante de la vaccination. Je vais vous montrer deux exemples. Voici l'exemple de la France. Le vaccin a été mis au point en 1923, ici. Les vaccinations ont commencé dans les écoles, notamment dans la région parisienne, en 1930. En 1931, vaccination des militaires, au service militaire. Même si tous les hommes ne faisaient pas le service militaire, ça représentait presque la moitié de la population. En 1938, vaccination obligatoire des enfants. J'en parle en connaissance de cause, je suis un produit d'avant-guerre, je me souviens très bien de la vaccination dans la salle de la mairie de notre commune, où on alignait les enfants, là, comme au service militaire, et où on les vaccinait en série. Eh bien, ça n'a pas empêché cette vaccination obligatoire, une explosion de la diphtérie dans les années 43-45, où il y a eu jusqu'à 45 000 cas de diphtérie. Et la régression a été spectaculaire après la guerre. L'ennui, c'est que les partisans farouches de la vaccination disent en 1945 il y avait 45 000 cas. C'est vrai. La vaccination a été appliquée. C'est vrai. Il n'y a plus de diphtérie. C'est vrai. L'ennui, c'est qu'on néglige complètement ce qui s'est passé avant. Et l'explosion de la diphtérie malgré la vaccination obligatoire. Et c'est encore plus net si on se réfère à une publication très intéressante qui est parue dans une revue danoise en 1956, si j'ai bonne mémoire, et qui a comparé l'évolution de la diphtérie dans les pays du nord de l'Europe et de la France. Toutes ces courbes se rapportent du haut en bas à la France, la Hollande, la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark. Et vous voyez, toutes ces courbes ont exactement la même forme. Or, c'est-à-dire une explosion de la diphtérie dans les débuts des années 40 et leur régression après 1945. Eh bien, le problème, c'est que tous les pays n'ont pas vacciné de la même façon. Et l'une des comparaisons les plus typiques, c'est les deux dernières courbes du bas, la Suède et le Danemark. Vous voyez que ces deux courbes sont exactement, elles coïncident exactement. Or, le Danemark a beaucoup plus vacciné que la Suède. On a très peu vacciné en Suède. Vous voyez donc que ce n'est pas la vaccination qui a provoqué cette régression. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a oublié que derrière, les conditions de vie, bien entendu, mais il y a également, on a oublié le fait que les maladies, comme tous les êtres vivants, même si la maladie, ce n'est pas quelque chose de vivant en soi, ça naît, ça se développe et ça meurt. Eh bien, il y a beaucoup de maladies qui ont présenté ce cycle également. Alors, il y a aussi des maladies infantiles dont on parle beaucoup aujourd'hui, la rougeole et la coqueluche. Alors, est-ce que c'était des problèmes majeurs de santé publique? Dans les années 50, en ce qui concerne la rougeole, on lisait dans toutes les revues médicales que c'était une maladie bénigne contre laquelle il serait inutile de vacciner systématiquement en France. Voici l'évolution des décès dus à la rougeole. Vous voyez qu'au début du XXe siècle, il y a eu jusqu'à 5 000 morts par an. Une régression régulière. Et quand on a recommandé la vaccination ici, en 1983, la mortalité due à la rougeole avait diminué de 99,6%, alors qu'en parallèle, la population avait augmenté de 33%. Donc ce n'était pas un problème majeur de santé publique. On y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne la coqueluche, exactement la même chose. La coqueluche faisait jusqu'à 3500 morts au début du XXe siècle. Et lorsqu'on a mis les deux vaccins contre la coqueluche sur le marché,
eh bien, la coqueluche avait régressé de 96%. Donc un tout petit peu moins que la rougeole, mais pas beaucoup. Bien. Et il y a eu aussi, alors là on tombe dans la période récente, des problèmes majeurs de santé publique à inventer de toutes pièces. C'est le cas de deux maladies dont on parle beaucoup encore avec des vaccinations correspondantes, c'est l'hépatite B et le cancer du col de l'utérus. Ces deux maladies sont dues à des virus qui ont des points communs. Tout d'abord, ce sont des virus dont le patrimoine génétique est formé par de l'ADN. Bon, on a parlé de l'ADN déjà, donc je n'insiste pas. Les infections qu'ils provoquent sont maîtrisées par le système immunitaire des sujets infectés dans plus de 90% des cas, souvent même sans qu'il y ait de symptômes et sans même que le sujet s'en aperçoive. Alors, dans moins de 10% des cas, entre 5 et 10% des cas, les infections deviennent chroniques. Et elles peuvent, par stades successifs, évoluer pour aboutir finalement à un cancer du foie dans le cas du virus de l'hépatite B, un cancer du col de l'utérus lorsqu'il s'agit des papillomavirus. Eh bien, en ce qui concerne l'hépatite B, c'est une vaccination qui a été mise sur pied, qui a été lancée sans base épidémiologique. Et sa régression, eh bien, elle est due essentiellement à la peur du sida et aux mesures d'hygiène qui ont été mises en place pour éviter justement la contamination par le sida. Alors, voici une étude qui a été faite dans la région lyonnaise, dans toute la banlieue de Lyon et de la banlieue, sur les données des analyses de laboratoire. Et on a vu quoi? Eh bien, on a vu que les infections aiguës dues à l'hépatite B dans la région lyonnaise, vous voyez, entre 1985 et 1995, avaient considérablement diminué, et cette courbe représente cette diminution. La première flèche ici représente en 1991 l'obligation du personnel médical et paramédical de se faire vacciner contre l'hépatite B. La deuxième flèche, 1994-95, c'est la gigantesque campagne de vaccination contre l'hépatite B mise en place dans les écoles pour les adolescents, les jeunes adolescents. Eh bien, en 1994-95, le taux des infections, exactement le taux des hépatites aiguës, c'est-à-dire en plus celles qui se manifestent, qui sont symptomatiques, eh bien, était tombé à 1,68 pour 100 000 habitants, ce qui représentait environ, transposé à la population française, 1000 cas pour la France. Or, les hépatites aiguës symptomatiques ne représentent, selon les études, qu'entre un tiers et un quart des infections. Donc, si vous aviez 1000 hépatites aiguës, ça veut dire qu'il y avait entre 3 et 4 000 infections totales. On est loin des 100 000 infections que M. Bousquet-Blazy avait annoncées pour faire prendre la vaccination. Hein, au lieu de 100 000, la réalité, c'était sans doute autour de 3 à 4 000. C'est d'autant plus vrai qu'on ne savait pas du tout ce qu'était l'importance de l'hépatite B, c'est qu'il y avait tellement de discussions après les campagnes de vaccination et puis tous les accidents qu'elle a entraînés, qu'en 2003, il y a eu une réunion de conférence de consensus à Paris, à laquelle j'ai assisté en tant qu'auditeur, bien entendu, et à la suite de ce colloque, il y a eu un compte-rendu complet, dont je n'ai pas pu apporter puisque c'est assez volumineux, et au cours de cette conférence de consensus, le professeur Hanstick a déclaré ceci: on ne dispose d'aucune mesure précise du nombre d'hospitalisations et de décès attribuables à l'hépatite B en France. Et alors ça a quand même été dit en 2003, c'est-à-dire 12 ans après l'obligation de vaccination pour le personnel médical et 9 ans après la gigantesque campagne de vaccination des adolescents. On ne savait pas ce que donnait l'hépatite B. Alors on ne parle pas de problème majeur de santé publique comme l'a fait M. Bousquet-Blazy pour lancer cette campagne. Et il est vrai que M. Bousquet-Blazy, c'est un cardiologue et que sans doute il n'était pas suffisamment informé de la réalité de l'hépatite B. En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, eh bien, il y a une publication anglaise qui a dit, parce que vous l'avez traduit, qui est avoir réussi à marcher à partir de rien, à créer un marché à partir de rien. Pourquoi? Est-ce que le col de l'utérus, c'est une maladie, c'est une infection majeure
est un problème majeur de santé publique. Et il faut savoir que cette incidence, elle représente en France environ 3000 nouveaux cas, moins de 1000 décès, étant donné que déjà en 2002, je n'ai pas mis le chiffre ici, mais il y a plus que 900 décès. Donc ça a dû continuer depuis, nous sommes en 2015. Ce cancer est en constante diminution. La mortalité a été divisée par 2 en 20 ans. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'au moment du lancement de la campagne de vaccination par le garde d'asile, qui fait également beaucoup de dégâts, on a dit, oh, mais c'est le deuxième cancer pour les femmes. Alors, c'est oui et non. C'est vrai à l'échelle de la planète, mais ce n'est pas vrai du tout dans nos pays. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement le cancer des pays pauvres, des pays sous-développés, où l'hygiène fait défaut, etc. En effet, le cancer du col de l'utérus est au 8e rang des cancers féminins, 5 fois moins fréquent que le cancer du côlon et 12 fois moins fréquent que le cancer du sein. Et puis d'autre part, ce développement se fait par étapes. Voilà, c'est des données qui viennent de l'Institut Curie à Paris, du groupe gynécologique qui étudie les tumeurs gynécologiques. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez, si vous regardez la ligne du haut, que les infections qui arrivent vont redonner un épithélium normal, c'est-à-dire que le sujet, dans 90% des cas, va résoudre le problème grâce à son seul système immunitaire. Par contre, dans moins de 10% des cas, vous aurez des lésions avec 3 stades successifs de plus en plus graves avant d'arriver au cancer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chacun de ces 3 stades, il y a des régressions spontanées qui peuvent se faire 60% au stade 1, 40% au stade 2, 30% au stade 3. Alors vous imaginez bien qu'en ne prenant déjà que 5 à 10% des infections initiales, vous en enlevez 60% du stade 1, puis 40%, etc., puis 30%, il ne reste pas grand-chose à la fin. Et d'autre part, entre-temps, si la femme se fait suivre sur le plan gynécologique, eh bien, il y a possibilité d'intervenir pour limiter l'extension de ces lésions. Donc, vous voyez, il faut bien savoir que ce n'est pas un risque majeur lorsqu'on a ce type d'infection. Alors, après ces différents exemples, on arrive en conclusion que la régression des épidémies, elle a souvent commencé avant la mise en place des vaccinations et elle ne s'est pas accentuée après. L'exemple typique est évidemment celui de la tuberculose. Les vaccinations ont souvent été mises en place avec des mesures d'hygiène pour éviter la contagion. C'est le cas typique de l'hépatite B, par la crainte du sida. Les vaccinations n'ont pas empêché des épidémies de se déclencher dans des populations très vaccinées. Ça a été observé pour toutes les vaccinations. La variole, la diphtérie, la tuberculose, la coqueluche, la rougeole, la polio, etc. Autrement dit, on retrouve ce que l'OMS disait il y a 40 ans, quand le niveau de vie s'élève, les maladies régressent de la même façon que les sujets soient vaccinés ou non. Bien, ceci pour les bénéfices. Donc vous voyez qu'ils sont quand même assez minces si on observe bien. Quels sont les risques? Alors en ce qui concerne les risques, il y a d'abord un premier écueil à la mise en place des campagnes majeures de vaccination, et même pour les vaccinations, je dirais, individuelles. Pourquoi? Bien parce que le système immunitaire n'est pas un système autonome dans notre organisme. Aucun système d'ailleurs n'est autonome, il y a toujours une interaction entre les systèmes. Et le système immunitaire est soumis à un autre système qu'on appelle le système HLA. Bon, c'est une abréviation, Human Leukocyte Antigen. C'est un système qui repose sur des molécules qui ont été découvertes sur des globules blancs, d'où le nom de leucocyte. C'est la même chose par le professeur Dossé, qui a eu pour cette raison le prix Nobel. Et on s'est aperçu par la suite que ces molécules étaient présentes sur toutes nos cellules. Et c'est la raison, ça constitue pour nous notre identité biologique. Et c'est la raison, c'est ce système qu'il faut respecter lorsqu'on fait des transplantations d'organes, pour éviter une réaction immunitaire qui est la réaction de rejet. Et c'est la raison pour laquelle le système HLA, on l'appelle aussi CMH, qui est complexe majeur d'histocompatibilité. Et on va voir quelle est l'importance de ce système. Ce système HLA, il est divisé en 2 classes, les classes 1 et les classes 2, désignées par des lettres A, B, C, D, P, D, Q, D, R. Et dans chacun des groupes, vous avez des lettres qui désignent le groupe. Alors vous pouvez être A3, A4, A5, B1, B2, B3, DR3, DR4, etc.
Et ça vous donne donc votre type biologique, votre identité biologique. Et la diversité du système HLA est très grande et elle est répartie sur l'ensemble de la population. Chaque individu, évidemment, ne dispose pas de toutes les variétés. C'est dispersé sur l'ensemble de la population. Ce qui veut dire que, mis à part les vrais jumeaux, on ne peut pas trouver pratiquement deux individus qui aient le même système HLA, mis à part dans les vrais jumeaux. Alors bien sûr, dans une même famille, dans une même fratrie, il va y avoir un certain nombre de points communs, mais on n'arrive jamais à une identité parfaite. Bien ceci, ça a des conséquences. En effet, je vous donne quelques exemples. Si vous êtes A1, B8, DR3, vous êtes à haut risque d'auto-immunité. C'est-à-dire que vous avez le risque que votre système immunitaire se retourne contre vous, alors qu'il est chargé de vous défendre. A3, B7, DR2, vous avez un risque de faire une sclérose en plaques. Si vous êtes DR3, DR4, ça c'est pas un très bon chiffre, un bon système, vous êtes prédisposé à déclencher un diabète de type 1, c'est-à-dire celui du diabète juvénile qui nécessite des piqûres d'insuline. Alors c'est d'autant plus sérieux si vous êtes homozygote, c'est-à-dire si vous recevez ces gènes à la fois de votre père et de votre mère. DR7, faible réponse au vaccin hépatite B. B15, faible réponse au vaccin de la rubéole. B13, faible non-répondeur au vaccin de la rougeole. Donc vous voyez que si on examine ceci, ça veut bien dire que, étant donné qu'on répand les vaccinations à partir de produits standards, qui sont les mêmes pour tous les individus, et alors qu'ils s'appliquent à des individus qui sont tous différents. Donc on ne peut pas espérer obtenir des réponses stéréotypées. Il y aura des bons répondeurs, des moyens répondeurs, des mauvais répondeurs et des non-répondeurs. Alors, qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence? Outre le fait qu'on est bon, moyen ou mauvais répondeur, ça peut entraîner des réponses immunitaires inadéquates. Par exemple, je n'ai cité que ces deux éléments-là pour faire vite, les allergies et les maladies auto-immunes. Les allergies, donc tout le monde connaît bien entendu, toute vaccination peut déclencher une allergie majeure qui s'appelle une réaction anaphylactique. Une réaction anaphylactique, c'est une réaction brutale qui peut conduire à la mort en quelques minutes ou dizaines de minutes. Et c'est la raison pour laquelle, sur le lieu d'une vaccination, doit se trouver le matériel et les produits capables de contrer une réaction anaphylactique. On sait très bien contrer ça, mais à condition d'avoir les produits, type adrénaline ou autre, pour contrer cette réaction. Alors, les vaccinations dans les écoles, je ne suis pas sûr qu'il y ait sur place toujours le matériel qu'il faut. Pour ces allergies, il y a le rôle principal, parce qu'il y a beaucoup de vaccins combinés maintenant, de la valence coqueluche. Alors que ce vaccin coqueluche soit le vaccin à cellules entières, c'est-à-dire l'ancienne forme, ou le vaccin acellulaire, c'est-à-dire dans lequel il n'y a que quelques antigènes, 3 ou 5 antigènes, mais qui est aussi allergisant que l'ancien. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours dedans la molécule la plus allergisante, qui est la toxine pertussive. Voilà. Et puis bien sûr, le rôle allergisant de l'aluminium, mais vous en avez suffisamment entendu parler pour que je n'ai pas besoin d'insister. Deuxième élément, le développement des maladies auto-immunes. Donc, je répète, le système immunitaire se retourne contre votre organisme. Eh bien, voici ce que le professeur Hanslick, le même que celui qui a dit on ne sait pas combien il y a d'hospitalisations pour l'hépatite B. Eh bien, voici ce que le professeur Hanslick a écrit dans la revue de médecine interne. De multiples maladies, cas de maladies immunologiques déclenchées par la vaccination sont rapportés dans la littérature, impliquant surtout les vaccins de la grippe, de l'hépatite B, mais aussi du tétanos et d'autres vaccins. On en dit tous. Il est impossible d'estimer la fréquence des accidents en raison de leur déclaration inconstante et de la quasi-absence d'enquête épidémiologique spécifique. Devant une maladie immunologique, l'enquête étiologique, c'est-à-dire la recherche des causes, doit systématiquement rechercher l'administration d'un vaccin dans le mois précédant l'épreuve. C'est donc dire clairement que les vaccinations peuvent exposer à des maladies auto-immunes. Encore une fois, ça dépend bien sûr du système HLA, DR3, DR4, DR2, etc. Vaccins et maladies auto-immunes, quelques exemples. Vaccin contre les oreillons peut donner un diabète de type 1, vaccin dangereux pour cette raison. J'y reviendrai tout à l'heure. Vaccin contre la rougeole qui peut déclencher une maladie intestinale du type maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Vaccin contre l'hépatite B, alors là vous avez toute une collection de maladies neurologiques ou non neurologiques, des lupus, thyroïdite d'Hashimoto, etc., mais aussi le diabète de type 1. Alors je vais revenir un petit peu, parce que c'est intéressant, sur le diabète insulino-dépendant.
diabète juvénile, donc on le retrouve chez les jeunes enfants. Ce graphique, cette courbe sinueuse, là représente l'évolution du diabète juvénile chez les enfants finlandais de moins de 15 ans entre 1952 et 1996. Eh bien, en l'espace donc de 40 ans, le diabète insulinodépendant a augmenté chez les enfants de moins de 15 ans, a multiplié par 4, passant de 12 donc à 50 pour 100 000. La petite ligne rouge que j'ai mise en haut à droite, c'est tout simplement une donnée beaucoup plus récente que j'ai trouvée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire du ministère de la Santé français de 2007, disant qu'aujourd'hui, en Finlande, il y a 60 cas nouveaux pour 100 000 de diabète insulinodépendant. Et les auteurs de la publication de la courbe en noir ont dit, c'est curieux parce que la plus grande augmentation de ces diabètes s'est manifestée juste après la mise sur le marché du vaccin ROR en Finlande. Et cette augmentation s'est manifestée particulièrement dans la tranche d'âge de 0 à 4 ans. Alors, 0 à 4 ans, c'est la zone où les enfants reçoivent le plus de vaccination. Eh bien, ceci est complètement confirmé par la France. En France, qu'est-ce qui se passe? Figurez-vous qu'en France, on a eu une bonne idée. On a ouvert un registre pour répertorier les cas de diabète insulinodépendant chez les jeunes. Il a été tenu pendant 10 ans, et puis on l'a fermé parce qu'on n'avait plus de sous. En cassant le thermomètre, on était tranquille. Néanmoins, pendant ces 10 ans, on a trouvé des choses très intéressantes. On a pu montrer que chez les moins de 20 ans, donc chez les jeunes, l'incidence du diabète de type 1 a augmenté de 29%. C'est déjà inquiétant. Mais si on ne considère que les enfants de 0 à 4 ans, donc les nourrissons et les jeunes enfants, cette augmentation a été de 79%. Or, 0 à 4 ans, c'est comme en Finlande. C'est la zone où les enfants reçoivent le plus de vaccination. Eh bien, très probablement, cette augmentation est liée à la composante Orion du vaccin ROR. Car on sait très bien depuis longtemps, je crois qu'au début on l'a trouvé en 1927, c'est pas jeune, le virus des Orions a un tropisme pour le pancréas. Vous savez que dans le pancréas, il y a donc des cellules qui fabriquent l'insuline, qui empêchent justement le diabète. Et on s'est aperçu que ce virus a tendance à détruire ces cellules. Si vous détruisez des cellules qui produisent l'insuline, bien sûr, vous avez un diabète. Mais le vaccin des Orions, c'est un virus qui n'est pas inactivé. Et par conséquent, il peut provoquer exactement les mêmes choses. Et il serait quand même intéressant de chercher les raisons pour lesquelles ce diabète a autant augmenté chez les enfants de 0 à 4 ans. Bien, tout ça, ce sont des données du BEH, donc des données tout à fait officielles. Et puis, il y a bien d'autres pathologies déclenchées par la vaccination. Bon, je me presse un petit peu parce que je crois que le temps, ça va encore. Bien, je vais simplement faire une énumération. Mort subite du nourrisson. J'ai trouvé des publications qui relatent des morts subites de nourrissons après toutes les vaccinations. Ça a été trouvé pour l'hépatite B, ça a été trouvé pour la coqueluche, et pour toute une série de vaccinations. L'autisme. L'autisme, il y a deux formes d'autisme. Un autisme précoce qui a probablement été causé par le mercure pendant un des vaccins. Il n'y a plus de mercure dans les vaccins en France, sauf, je crois, un des vaccins contre la grippe. Mais par contre, n'est plus utilisé à titre de conservateur, c'est-à-dire ce que l'on met dans l'ampoule avec le produit final. Sauf dans les flacons multidoses, c'est-à-dire les flacons qui sont utilisés pour vacciner toute une série de personnes, une dizaine de personnes par exemple. Alors on met ce mercure pour éviter le développement de parasites, de champignons, de moisissures, etc. Et cet autisme a énormément augmenté aux États-Unis, et aux États-Unis, on a lié cette augmentation de l'autisme au mercure. Alors, en ce qui nous concerne chez nous, bien sûr, il n'y a plus de mercure en tant que conservateur, mais par contre, il est utilisé dans le processus de fabrication. Et il en reste toujours des traces dans le produit final. Alors, on ne peut pas détailler trop, si vous voulez, mais je pense que c'est des incidences que l'on devrait rechercher. En effet, le mercure, c'est un métal qui a une propriété de réduire ce qu'on appelle les ponts disulfures. C'est que les molécules protéiques dont vous a parlé Jean-Marie Calpe tout à l'heure présentent une structure spatiale assez compliquée, présentent des boucles, etc. Et ces boucles sont
Or, il se trouve que les molécules HLA, elles présentent justement plusieurs de ces boucles stabilisées par des fonds disulfures. Est-ce que les traces de mercure qui sont dans les vaccins ne pourraient pas, même à dose infinitésimale, arriver à rompre un certain nombre de ces ponts et donner des molécules HLA qui n'auraient plus les mêmes propriétés de présentation des antigènes au système immunitaire? Et la deuxième forme d'autisme est celle qui est associée au ROR. Et cet autisme est appelé l'autisme régressif, car il se produit chez des enfants qui ont déjà des acquis de développement, le langage, la marche par exemple. Alors ça, c'est donc lié au ROR. Bon, je ne peux pas détailler davantage, vous retrouverez tout ça dans mes livres si vous les lisez. Pathologie liée aux adjuvants. Aluminium, je n'y reviens pas, mais aussi le squalène. On a beaucoup parlé du squalène à propos de la grippe H1N1. Le squalène a été la cause de l'augmentation des cas de narcolepsie. La narcolepsie, vous savez, c'est cette maladie dans laquelle subitement on s'endort sur place avec quelquefois un effondrement du tonus musculaire et ça ne prévient pas. Eh bien, il y a eu une augmentation importante dans divers pays, y compris en France, des cas de narcolepsie. La présence des conservateurs, le mercure, je viens d'en parler, mais je vais dire deux mots du borax. Le borax, chimiquement, c'est très simple, c'est le borate de soude, mais c'est le conservateur du vaccin Gardasil. Ah, alors ce qui commence à être gênant, c'est que le borax, c'est un produit qui, d'après la réglementation européenne, doit être transporté dans des récipients portant un logo à tête de mort, déjà rassurant, avec deux références qui ne disent rien a priori, R60 et R61. Mais si vous allez rechercher ce que ça signifie, R60, ça signifie peut altérer la fertilité. Ah tiens donc, R61 peut altérer le développement du fœtus pendant la grossesse. Rebelote, vous avez là un conservateur utilisé dans un vaccin destiné aux voies génitales de nos fillettes, de nos jeunes filles. Est-ce que ça ne va pas provoquer des dégâts? Vous savez à quoi ça me fait penser? Il y a certainement parmi vous des personnes qui ont connu les années 60, peut-être même en avez-vous pris, des femmes dans les années 60-70 à qui on a donné du distilbène. Le distilbène, c'est une hormone synthétique, du diéthylstilbestrol, et qui a été donnée pour éviter les fausses couches. Bon, pourquoi pas? L'ennui, c'est qu'un certain nombre de ces femmes se sont retrouvées avec des cancers des voies génitales. Ah, encore, pourquoi pas? On ne savait pas, mais après on l'a su. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que les filles de ces femmes, j'ai pris du distilbène, mais les filles qui n'en ont pas pris, ont eu beaucoup de mal à conduire leur grossesse et ont déclenché également pour certaines des cancers des voies génitales. Alors voilà un problème. Un inconvénient a été transmis à la génération suivante. Pire encore aujourd'hui, les petits-enfants de ces femmes des années 60 qui ont pris du distilbène, eh bien, présentent aussi bien les petits garçons que les petites filles des anomalies de l'appareil génital. Donc on a là affaire à une conséquence d'un produit, d'un médicament qui a été pris il y a 40 ans, ou 50 pour certains, et qui entraîne des dégâts à la troisième génération. Parce que vous voyez que ce n'est pas inquiétant, avec un borax, qu'est-ce que ça va donner pour les vaccinations de nos fillettes? Dans 20 ans, 30 ans, peut-être que ces fillettes n'arriveront pas, une fois devenues des femmes, à conduire une grossesse normalement et peut-être déclencher un cancer. Et puis vous avez des pathologies qui sont liées également à des contaminations. Alors là, je ne peux pas développer malheureusement, mais vous en avez des pages entières à lire dans mes livres. Des contaminations par des protéines, souvent des protéines cancérigènes, des virus et de l'ADN. Vous me direz pourquoi? Tout simplement parce que pour fabriquer les vaccins, il faut nécessairement faire des cultures. Et en particulier pour les virus, parce que les virus ne sont pas des organismes vivants, autonomes j'entends, et on doit les cultiver sur des milieux cellulaires particuliers, et ça pose des problèmes. Ça pose tellement de problèmes que l'OMS a réuni en 1986 un groupe d'experts pour étudier l'acceptabilité des substrats cellulaires pour la production de substances biologiques. Et ça, c'est le petit rapport qui a été rédigé après. C'est dans ce petit rapport qu'on dit que toutes les cultures cellulaires, qu'elles soient des cultures de cellules embryonnaires ou autres, des cultures de cellules diploïdes et surtout des cultures de cellules continues, de lignées continues, eh bien, peuvent entraîner des contaminations par des protéines, des virus et de l'ADN. Alors, les exemples sont multiples. Il n'y a pas très longtemps, on a découvert que certains vaccins, que le Gardasil,
certains vaccins garde d'asile étaient contaminés par de l'ADN qui était lié aux particules d'aluminium présentes à titre d'adjuvant. On a trouvé également dans les vaccins rotavirus, on a retrouvé des virus de porc, un circovirus de porc. Alors, on dirait, mais qu'est-ce que le porc vient faire là-dedans, les vaccins rotavirus? Ben, c'est tout simplement parce que dans les cultures cellulaires, on est obligé d'utiliser une enzyme pour éviter que les cellules restent accrochées les unes aux autres. On utilise une enzyme qui est la trypsine pancréatique. Et où est-ce qu'on est allé chercher la trypsine pancréatique? Chez les porcs. Vous voyez, et on a amené ainsi une contamination du vaccin au moment de la culture, contamination qui s'est retrouvée dans le produit final. Alors, tout ça, évidemment, je l'ai évoqué, je ne peux pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps. Les vaccins sont insuffisamment évalués. Alors ça, c'est capital pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas, et ça vous pouvez vérifier ça sur Internet, sur les sites de l'industrie pharmaceutique et autres. Pas d'études de pharmacocinétique. C'est quoi la pharmacocinétique? C'est le suivi des produits qu'on vous injecte pour savoir ce que ça devient dans l'organisme. Comment ce produit est-il fixé, s'il se fixe? Comment est-il transformé éventuellement? Comment est-il éliminé, etc. Eh bien, pour les vaccins, si vous tapez dans Google le nom d'un vaccin et que vous mettez études pharmacocinétiques, vous allez finir par trouver sans objet, ou quelquefois une phrase un peu plus longue, ces recherches ne sont pas requises pour la mise au point des vaccins. Donc on ne sait pas ce que les produits qu'on vous a injectés dans le corps deviennent. Deuxième point, pas d'études de mutagénèse, cancérogénèse ou génotoxicité. Avouez que c'est quand même invraisemblable, surtout pour des vaccins destinés théoriquement à éviter un cancer. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas eux-mêmes déclencher des problèmes de ce type? Pas de vrai placebo. Alors ça, c'est très important aussi. Pas de placebo. Un placebo, c'est normalement quelque chose de neutre. Hein. C'est par exemple un liquide physiologique comparé à une substance que vous voulez tester. Comment teste-t-on les nouveaux vaccins? On les teste sur un autre vaccin dont on connaît déjà les effets secondaires. Alors si on n'en observe pas davantage, on dit oh ben ça va, l'autre, oui, il a des effets secondaires, mais enfin il est déjà sur le marché, il est toléré, donc on peut mettre l'autre sur le marché. Mais ça, c'est pas un vrai placebo. Et il y a peut-être même en pire quelquefois, on teste le nouveau vaccin contre une ampoule vaccinale qui contient exactement les mêmes produits sans l'antigène. C'est-à-dire que vous aurez l'aluminium, vous aurez les contaminations éventuelles, enfin tous les produits sauf l'antigène. Eh bien ça non plus, ce n'est pas un placebo. Hein, un placebo, ça devrait être du liquide physiologique, tout simplement. Et enfin, le quatrième point, c'est que la pharmacovigilance, qui est censée détecter les accidents après la mise sur le marché, hein, ce qu'on appelle la phase 4, eh bien, elle est extrêmement insuffisante. Et dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on reconnaît que la pharmacovigilance recense entre 1 et 10% des effets secondaires qui sont observés. Autre inconvénient pour la santé publique, le déplacement de l'âge des maladies. Des maladies qui autrefois étaient infantiles, la rougeole, la coqueluche, la rubéole, eh bien, deviennent aujourd'hui des maladies d'adultes et des maladies de très jeunes nourrissons, qui dans les deux cas sont beaucoup plus graves. Alors, pour quelles raisons? Bien, je vais vous l'expliquer avant que vous le lisiez, c'est tout simplement, ce sont les campagnes de vaccination qui en sont responsables. Vous savez que dans la nature, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Pour quelle raison ça déplace l'âge des maladies? Parce que l'immunité que vous avez après une vaccination, d'abord, n'a pas la qualité de l'immunité naturelle. Elle est moins forte, elle est moins durable. D'autre part, elle n'est pas entretenue par des rappels involontaires. Et ça, c'est très important. Je reprends l'exemple de la rougeole. Imaginez, il y a quelques années, on vaccinait 50% de la population. En se mettant dans les conditions les plus favorables, les 50% sont protégés, n'auront pas la rougeole. Les 50% qui ne le sont pas vont être en contact avec des sujets qui vont faire la rougeole. Ils vont eux-mêmes avoir la rougeole. Donc, ils vont faire circuler le virus, parce que les deux populations sont mélangées. Et ceux qui sont vaccinés vont rencontrer le virus sauvage. Ils ne seront pas malades puisqu'ils sont protégés. Mais par contre, ça va constituer pour eux un rappel dont ils n'ont pas conscience et qui va renforcer leur immunité. Le problème, c'est que lorsque vous élargissez la couverture vaccinale à près de 90%, comme c'est le cas maintenant pour la rougeole, eh bien la circulation du virus sauvage ne se fait presque plus. Comme l'immunité vaccinale va s'évanouir au bout de 15-20 ans,
les sujets vaccinés n'auront pas eu la chance de rencontrer le virus sauvage pour renforcer leur immunité, ils arriveront à 20-25 ans sans aucune immunité contre la rougeole. Et parmi ces... Alors, pour en faire la rougeole à l'état adulte, parce qu'il y aura quand même le risque de rencontrer le virus sauvage. Mais parmi ces adultes, il y a des femmes en âge d'avoir des enfants qui ne transmettront plus de protection à leurs nourrissons. Et des nourrissons de quelques mois vont faire la rougeole. Et c'est très grave. Bien, c'est ce que je voulais finir de vous expliquer en voyant que vous êtes... Et ça augmente les risques. Continuons avec l'exemple de la rougeole. Il y a une publication britannique qui a été rapportée par le quotidien du médecin qui disait que la létalité, alors la létalité c'est le nombre de morts parmi les malades, hein, c'est différent de la mortalité. La létalité c'est le nombre de morts parmi les malades. Eh bien cette létalité elle est minimale entre 5 et 9 ans, âge fréquent de la maladie autrefois. Elle est 4 fois plus élevée pour les nourrissons de moins d'1 an et 8 fois et demi plus élevée chez les adultes. Donc on a tout gagné, la maladie est devenue beaucoup plus grave. Déplacement de l'équilibre écologique microbien. Vous savez, c'est encore une conséquence des vaccinations et un risque pour la santé publique. Je vais vous donner quelques exemples. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Si la vaccination est efficace, elle va réduire l'incidence du pathogène contre lequel vous avez mis le vaccin au point, mais la place va être prise par d'autres, quand la place est possible. Là aussi, quelques exemples. Dans le monde bactérien, les hémophilus. Les hémophilus, ce sont des bactéries. Certaines de ces bactéries sont capsulées, pas d'autres. Bactéries non capsulées, le vaccin est sans efficacité. Il ne peut pas agir. Parmi les formes capsulées, il y en a 6. A, B, C, D, E, F. Le vaccin Hémophilus est contre les virus, contre la bactérie Hémophilus B. Alors évidemment, le B a régressé. La nature ayant horreur du vide, la place a été prise par le F. Évidemment, la place est prise par celui qui est le plus débrouillard et en général le plus actif. Eh bien, la place a été prise par le F qui donne le même type d'infection. En ce qui concerne les pneumocoques, la pneumocoque c'est encore bien pire, il y a 90 souches de pneumocoques, au moins. Et on s'est aperçu que ça allait mettre un vaccin au point pour les pneumonies. Alors, comme il y a 90 souches, ça faisait beaucoup quand même. Alors, on a pris les 7 plus fréquentes, c'est logique, on a fait un premier Prevnar. Et ce Prevnar, il a eu le résultat qu'on attendait, il a fait diminuer les souches contre lesquelles on vaccinait, mais par contre, la place a été prise par d'autres. Alors, les industries pharmaceutiques n'étant jamais en retard pour ça, ils ont fait un Prevnar 13. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté 6 souches en plus des 7 qu'il y avait déjà. Mais le même problème va se reproduire, il y en a 90. Alors, avant qu'on ait fait le tour, ça va être compliqué. Et puis en plus, les nouvelles infections que l'on observe, les pneumonies que l'on observe, sont beaucoup plus graves. Elles portent le nom qu'on appelle les anciennes, c'est-à-dire dans lesquelles il y a du pus à l'intérieur des plaies. Les méningocoques. Les méningocoques provoquent les méningites cérébrales. Il y a 3 grands groupes désignés par les lettres ABC. Bon, A, c'est en Afrique, et chez nous, en Europe, c'est B et C. Les plus fréquentes sont les B, et les C, celles pour lesquelles il y a un vaccin pour le moment qui figure dans le calendrier vaccinal. Avec un gros problème en ce moment vaccinal, il y a, je ne sais plus, 200 ou 300 familles qui ont porté plainte contre les laboratoires qui fabriquent parce qu'on a trouvé dedans des traces de métaux. Je ne peux pas vous donner tous les détails parce que je n'ai pas encore l'information complète, mais en ce qui concerne la vaccination, eh bien, on s'est aperçu, l'expérience a été menée un peu sans le vouloir en Tchécoslovaquie, avant qu'il ne soit séparé en 2 pays, et on s'est aperçu qu'en vaccinant contre les C, eh bien, la place a été prise par les deux. Et c'est la même chose pour toutes les vaccinations. Pour les virus. Alors pour les virus, on a un cas particulier très intéressant. Pour les virus, on a le même problème. Bon, alors, l'un des problèmes dont je n'ai pas beaucoup parlé faute de temps, c'est la régression des virus polio. Ces virus polio, on a dit, ils vont être éradiqués, mais ça fait plus de 20 ans qu'on nous dit qu'ils vont être éradiqués en 2000, puis après en 2005, puis après en 2010, et maintenant on n'ose même plus donner de date, parce que, en dehors du virus polio qui n'a pas complètement été éliminé, il y a des virus dérivés des souches vaccinales qui circulent, et qui donnent, elles aussi, peuvent donner des infections et des paralysies. Et le pire des ennuis, c'est que ces souches peuvent se recombiner avec des virus que nous hébergeons dans l'intestin. Ça a donné des épidémies de polio qui se sont développées à Madagascar 2 fois et en Haïti.
dans les années 2000-2005. Alors, en Inde, ça a été le pays considéré le plus impacté par la polio. On considère que la polio a disparu en Inde. Malheureusement, il y a une explosion de ce qu'on appelle les paralysies flasques aiguës. C'est une maladie qui présente exactement les mêmes symptômes que la polio, mais qui malheureusement est 2 fois plus mortelle. Et l'OMS recense des paralysies flasques aiguës, et actuellement, on a dépassé pour l'ensemble de la planète 100 000 cas de paralysie flasque aiguë. C'est ce que vous montre cette courbe. Et parmi ces 100 000 cas, il y en a 60 000 en Inde. Alors la polio a disparu de l'Inde, mais elle est remplacée par des paralysies flasques aiguës qui sont 2 fois plus mortelles. Je ne vois pas très bien où est l'avantage. Donc ça, c'est un cas tout à fait typique. Tout ça, c'est des éléments que vous pouvez vous retrouver sur l'OMS sans aucun problème. Alors, le deuxième rapport, coût-bénéfice. Bon, la santé n'a pas de prix, hein, je vous l'ai dit, je crois, tout à l'heure, mais il a un coût. Alors, est-ce qu'on a plus de bénéfices à vacciner qu'à traiter les maladies contre lesquelles on n'a pas vacciné? Là, ce rapport a rarement été calculé, mais il a été calculé en détail pour l'hépatite B, justement. On a mis en parallèle le coût de la vaccination de masse et d'autre part, ce que nous aurait coûté le traitement des hépatites si les gens avaient les hépatites n'ayant pas été vaccinés. Et en se mettant dans les conditions les plus favorables d'efficacité du vaccin, d'acceptation du vaccin, on n'a tenu aucun compte du traitement des effets secondaires. Donc vous voyez, pour le coup, là, on n'a pas été vraiment très très précis. Et bien voici le résultat que ça a donné. On a divisé la population en 4 groupes. La population générale, comme vous et moi j'espère, très très peu exposée, parce que la France est un des pays où la prévalence est faible, comme dans tous les pays d'Europe occidentale, les États-Unis et l'Australie. Nous sommes des pays à faible prévalence. Donc faible, très risque très faible, pardon. Deuxièmement, les homosexuels, les hommes masculins, les hommes entre 15 et 40 ans, qui sont un peu plus exposés. Je ne détaille pas. Les homosexuels masculins, 4e groupe, les toxicomanes. Et voici le résultat. Le coût d'une vaccination généralisée, c'est 20 fois plus cher que le traitement des hépatites évitées pour la population générale. Bon, le problème, c'est que ces résultats ont été connus en 1994, publiés en 1995, à l'époque où on a mis en place la grande campagne de vaccination des adolescents. On savait à cette époque que ça nous coûterait 20 fois plus cher que le traitement des hépatites évitées. Ce qui n'empêchait pas de laisser la liberté à tout un chacun de dire attention, vous pourriez contracter l'hépatite B, surtout si vous êtes homosexuel masculin, surtout si vous vous droguez par voie intraveineuse, etc. Ou si vous êtes un touriste sexuel. Bon, on n'a pas fait. Ça coûte encore 5 fois plus cher pour les hommes de 15 à 40 ans. Le coût est équivalent pour les homosexuels masculins et la vaccination n'est rentable que dans le cas de la toxicomanie. Alors ça, on le savait, donc vous voyez, ça a été publié dans Médecine Science en 1995 et on le savait quand la campagne a été mise sur le marché. Eh bien, on aurait dû faire, comme pour la grippe H1N1, Madame Bachelot a acheté je ne sais combien de vaccins qu'on a finalement mis à la poubelle en masse. Hein, sachant que l'acceptation de la vaccination avait été très faible. Papillomavirus, ça c'est le professeur Béraud à Bordeaux qui a fait le calcul. Que coûterait l'évitement de 1 cancer du col de l'utérus? Eh bien, tout dépend de l'efficacité et de la durée de la protection. Il faut vacciner 324 femmes si le vaccin protège toute la vie avec une efficacité de 95%. Condition probablement pas réalisée. Mais il faut en vacciner plus de 9000 si, comme probable, la protection diminue seulement de 3% par an. Alors, si vous faites le calcul du prix du vaccin, des visites médicales et du suivi éventuel, dont on ne tient pas toujours compte, eh bien, pour éviter un cancer du col de l'utérus, ça coûte 4 millions d'euros. C'est quand même pas rien sur le plan coût-bénéfice. Hein. Professeur Colbert. Ensuite, les pneumocoques. Alors ça, c'est une citation que j'ai trouvée dans la revue Prescrire, une revue médicale qui, dans le monde médical, a une grande respectabilité puisqu'elle refuse toute publicité, notamment de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, pour éviter une infection par les pneumocoques, par le Prevnar, coûterait 150 000 euros. Alors faites le produit
de ce que ça peut coûter avec le nombre de nourrissons que l'on vaccine est énorme. Alors, si le bénéfice-risque est faible, si le rapport coût-bénéfice est élevé, pourquoi continuer dans le tout vaccinal? Bien, la réponse, certainement, vous la connaissez, c'est que le vaccin est un marché. Et c'est tellement vrai que l'industrie pharmaceutique, les organismes de soins internationaux se sont réunis au Centre international de l'enfance à Paris en 1992 et pour étudier ce que deviendrait le marché en Afrique dans les années à venir. Et les résultats qui ont été consignés dans ce petit bouquin, dont je vous montre la photo ici, eh bien, sont tout à fait applicables à l'ensemble de la planète. Alors, on trouve des citations extrêmement intéressantes. Et vous verrez que la santé publique est loin des préoccupations de l'industrie pharmaceutique. Voici ce qu'on y trouve. Ce qui est entre guillemets, c'est évidemment en toutes lettres dans ce petit livre. Le management des firmes pharmaceutiques était auparavant scientifique et médical. Il est aujourd'hui de type marketing et de recherche de rentabilité maximale. Et ça a été écrit il y a 23 ans, hein. Donc ça n'a pas changé. Autre citation, le rôle des gouvernements se cantonne maintenant au financement d'une partie de la recherche et à la subvention du prix du vaccin, laissant toute la partie intermédiaire à l'industrie pharmaceutique et en particulier le choix de décider si un vaccin doit être produit et commercialisé ou non. Où est la santé publique dans cette affaire? L'essentiel, c'est de savoir si on est capable de fabriquer un vaccin et de le faire, je ne dis pas accepter, parce que manifestement en ce moment la population n'accepte pas, mais à le faire introduire dans la population, accepter de force. C'est repris d'ailleurs par des publications médicales. Ça, c'est les archives de pédiatrie, donc c'est une publication tout à fait classique, dans lequel on dit, sauf exception, les objectifs des essais vaccinaux sont fixés par le promoteur et répondent aux exigences de développement de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Alors où s'arrêtera-t-on? Où s'arrêtera-t-on? Il y a un gros livre qui a été écrit, qui a été coordonné par Anne-Marie Moulin, qui est à la fois médecin, philosophe, et ce livre a été écrit par plusieurs auteurs et coordonné par Anne-Marie Moulin. Voici ce qui est écrit. Ça s'appelle l'aventure de la vaccination. Anne-Marie Moulin écrit « Ayant commencé à vacciner, nous sommes peut-être condamnés à continuer en étant conscients que l'immunisation artificielle collective n'offre jamais une sécurité absolue et comporte des risques individuels, mais nous n'avons peut-être pas le choix. » Ça semble dire on s'est embarqué dans une voie dangereuse, puis on ne peut pas faire demi-tour. Hein. C'est à quoi on peut répondre. L'erreur est humaine, bien sûr. Hein. Vous connaissez la fameuse citation, errare humanum. Mais est-ce une raison pour persévérer? Perseverare diabolicum. Hein. Je terminerai par ces propos d'un scientifique bien connu, je vous donnerai le nom dans un instant, qui a écrit dans un de ses livres très intéressants, dont je vous conseille d'ailleurs la lecture, vous en aurez le titre. Il y a une propension à éliminer les concepts dérangeants, à créer des chapelles fermées sur elles-mêmes. Nous avons nous aussi, nous scientifiques, nos inquisiteurs, tous ces scientifiques soi-disant éclairés, enfermés à double tour dans une conviction hors de laquelle il n'y a point de salut. Eh bien, ceci est écrit par le professeur Montagnier dans son livre « Les combats de la vie ». Alors, vous voyez, il est bien placé pour savoir ce que représente le monde scientifique. Ne pensez-vous pas, si je peux paraphraser, qu'avec les vaccinations, nous sommes confrontés à des tenants de chapelle enfermés à double tour dans leur certitude de sauver le monde par les vaccins et refusent de voir les dégâts qu'ils entraînent à court et à long terme. Voilà. Merci. Je voulais juste dire un petit mot. J'espère que je ne vous ai pas coupé l'appétit. Et si vous passez au stand de librairie et si vous voulez éventuellement une dédicace, j'y serai tout à l'heure, j'espère que je ne couperai pas votre digestion. Alors, ce sont des éléments que j'ai extraits simplement de ce livre, donc vous voyez la couverture rouge, qui succède à un premier
qui s'appelait Vaccination et vérité indésirables. Alors, si vous avez les deux à lire et que vous ne voulez en lire qu'un, lisez le premier, celui à couverture rouge, hein, parce qu'il est un peu moins technique que l'autre. Je pense qu'il se lit quand même assez facilement. Bon, c'est pas que le premier se lit pas, hein, le vert. Il est beaucoup plus complet, évidemment. Il y a des éléments qui ont été repris dans le second, mais il y a un ou deux chapitres qui sont un petit peu techniques pour les personnes qui n'ont pas, les bases de biologie suffisantes. Voilà. Ben, je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup, Michel Georget. Un grand merci pour votre intervention.